خاوتي وداتي مسي الخير عليكم بونسور تو الموند دازو الفلاون اش تسبر راكم مليح تسبر راكم تشوفون فينا مليح تسبر راكم تشوفون فينا مليح اهلا وسهلا بونسور عليكم يا جماعة الخير nous sommes le 4 février 2023 et je devais absolument vous faire cette émission parce que ces dernières semaines, en tout cas cette semaine-là, il y a eu deux événements géopolitiques importants qui ont totalement échappé à la vigilance de l'opinion publique en Algérie, que malheureusement n'ont pas été suffisamment décryptés, analysés ou la mise en valeur par les observateurs et les spécialistes de l'actualité algérienne, la presse algérienne qui malheureusement elle est totalement désorientée, elle est à la rue en ce moment, avec tout le poids de la répression qui s'abat sur elle, c'est devenu une presse médiocre, une presse d'autocensure, une presse peureuse, craintive. Il y a eu deux événements géopolitiques qui nous informent que l'ordre géopolitique régional qui entoure l'Algérie est en train de changer et qu'il y a des nouveaux dangers qui guettent l'Algérie et que nous allons subir, malheureusement au cours de cette année 2023, de nouvelles crises sécuritaires et politiques à nos frontières et ça va avoir un impact direct sur notre stabilité nationale et notre sécurité nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a de nouveaux acteurs régionaux qui se sont invités au Maghreb, qui sont invités dans les pays voisins. Et l'Algérie, de par sa politique, elle a appliqué une politique radicale qui s'est opposée à certains intérêts puissants dans le monde, sans avoir les moyens nécessaires pour se protéger et sans avoir les outils nécessaires pour faire valoir ses propres intérêts à elle. Et l'Algérie est entrée dans une lutte sans merci contre un pays voisin et un allié majeur, alors que l'équation internationale est en train de se jouer en notre totale défaveur. Et je m'explique. Alors cette semaine, il y a eu deux événements importants. Le premier événement, Yajma'a, il est historique. C'est la normalisation définitive des relations israélo-soudanaises. Le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, a été accueilli à Khartoum le 2 février 2023 par le chef de la junte soudanaise, le général Burhan. Et le Soudan et l'Israël ont officiellement normalisé leurs relations, ont signé un traité de paix qui permettra donc aux deux pays d'avoir des représentants diplomatiques et de procéder à une normalisation des relations bilatérales, de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le Soudan donc se joint au Maroc, au Bahreïn, aux Émirats Arabes Unis, à l'Égypte et à la Jordanie et intègre donc officiellement cette liste des pays arabes qui entretiennent des relations directes avec Israël et qui n'ont plus aucun tabou et n'ont plus aucune honte à le dire. Et le Soudan est le nouveau partenaire parce que dans cet accord-là de normalisation, comme avec le Maroc, les Israéliens vont beaucoup investir au Soudan, ils vont beaucoup aider la junte, les militaires soudanais, et il va y avoir des relations de proximité de plus en plus importantes entre l'establishment soudanais et Israël. Le Soudan Ejma'a, c'est une terre, c'est un événement qui est passé inaperçu et pourtant Ejma'a, ce n'est pas anodin, c'était en 1967. Le sommet de la Ligue arabe de 1967, du 29 août au 30 septembre 1967, c'était à Khartoum au Soudan que les pays arabes ont adopté une résolution qui affirme la guerre, qui déclare la guerre à Israël, qui dit non à la paix avec Israël et qui dit non à la reconnaissance d'Israël et qui dit non à toute négociation avec Israël. C'était en septembre 1967. Et ben voilà, quelques décennies plus tard, le 2 janvier 2023, le Soudan intègre la liste des pays qui deviennent des partenaires et des amis d'Israël. C'est un changement de paradigme historique dont nous n'avons pas encore mesuré les conséquences en Algérie. Et ça aura des conséquences très importantes. Pourquoi? Parce qu'Israël ne s'arrête pas, ne s'est pas arrêté au Soudan. Et plusieurs informations concordantes de la part de la presse américaine, israélienne, les médias les plus crédibles, les sources médiatiques très crédibles annoncent un approfondissement des pourparlers pour annoncer prochainement une normalisation, un projet de normalisation des relations politiques et diplomatiques et économiques entre la Mauritanie, voisin de l'Algérie, et Israël. Bon, le Soudan n'est pas le voisin direct, mais c'est quand même pas anodin. Ça s'est passé durant la même semaine où le Tchad annonce officiellement l'ouverture d'une ambassade israélienne à N'Djamena. Le Tchad, voisin du Soudan, voisin de la Libye, pas très loin de l'Algérie, il n'y a que le Niger qui nous sépare. On voit bien qu'Israël tisse un réseau énorme, une toile d'araignée
sur l'ensemble des continents africains et dans la région de l'Afrique du Nord, Israël devient de plus en plus irrésistible. Ce qui s'est passé dans les coulisses, ce qui est en train de se passer dans les coulisses, des négociations directes avec Nouakchott en Mauritanie, avec comme une information, la presse américaine spécialisée en a parlé, en décembre 2020, la Mauritanie devait intégrer, comme le même temps que le Maroc, le processus de normalisation avec Israël. Sauf que le départ de Donald Trump en 2021, le départ de l'administration de Donald Trump n'a pas laissé le temps à l'administration américaine d'achever les négociations. En janvier 2021, fin janvier 2021, Donald Trump avait été obligé de rendre les clés de la Maison Blanche. Et les négociations avec la Mauritanie pour parachever définitivement la normalisation des relations avec Israël, elles ont été gelées. L'administration de Joe Biden avait d'autres priorités, notamment il y avait le Covid en fait qui a commencé, le Covid, il y avait la guerre en Ukraine, donc c'est passé au second plan. Mais les contacts avec la Mauritanie n'ont jamais été rompus. وهذا le nouveau ministre des Affaires étrangères israélien, c'est une grosse pointure, il s'appelle Eli Cohen. Il est ministre des Affaires étrangères depuis le 29 décembre 2022. Eli Cohen, c'est l'ex-ministre du renseignement entre 2020 et 2021. C'est l'un des purs produits du renseignement israélien. C'est un petit génie. En Israël, on dit beaucoup de bien de lui. Il est très connu. C'est un arabophone parfait. Il est très connu pour ses raisons importantes dans le monde arabe. Où Eli Cohen a non seulement un carnet d'adresse, mais une expertise très puissante sur le monde arabe, notamment les pays voisins d'Israël et notamment les pays africains sur lesquels il a aussi beaucoup travaillé. Eli Cohen, comme par hasard, l'histoire veut qu'il porte le même nom que le fameux Eli Cohen, sur lequel Netflix avait d'ailleurs consacré une série que tous les Algériennes et toutes les Algériennes et les Algériens devraient voir pour comprendre le génie, le vice, la ruse et la puissance du renseignement israélien, parce qu'on croit qu'Israël, en Algérie, on croit qu'Israël est qu'un satellite des États-Unis d'Amérique. C'est complètement faux. L'Israël est devenu une véritable puissance autonome qui concurrence les puissances occidentales et qui commence à s'émanciper, qui commence à s'affirmer elle-même par rapport à l'Occident. La preuve, Israël n'a pas soutenu, s'est pas aligné systématiquement et automatiquement sur les États-Unis d'Amérique, soi-disant protecteurs et parrains, dans le dossier de la guerre en Ukraine. C'est pour vous dire qu'Israël, elle a totalement son autonomie et c'est une puissance qui compte beaucoup. Eli Cohen, l'actuel ministre des Affaires étrangères, il porte le nom du fameux Eli Cohen qui était le grand espion israélien qui avait infiltré l'entourage des dirigeants syriens, notamment le père de Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, de 61 à 65. Et c'est grâce à Eli Cohen qu'Israël a pu donner une raclée à la Syrie. C'est le même nom, c'est pas, tu savais l'histoire, il y a des coïncidences qui ne sont pas anodines. Eli Cohen Hada a bien commencé avec le Soudan, il risque prochaine étape sera la Mauritanie. Comme la Mauritanie n'a pas eu le temps de boucler son processus d'adhésion à la normalisation des relations avec Israël à cause du départ de l'administration de Donald Trump, maintenant Eli Cohen, ils en ont fait une priorité. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu un deuxième événement géopolitique important durant cette semaine, et qui concerne, parce qu'on parle de la Mauritanie, c'est l'espace vital, entre guillemets, de l'Algérie. Tout ce que peut englober comme connotation négative, c'est quand même le voisinage immédiat de l'Algérie. Mauritanie, Soudan, Tchad, c'est quand même le voisinage de l'Algérie. C'est très important de comprendre. En Mauritanie, le 31 janvier dernier, il y avait qui? Il y avait la visite du chef de la diplomatie iranienne, qui est venu à Nouakchott et qui, avant d'aller à Nouakchott, a fait une petite escale technique à Alger sans rencontrer le moindre dirigeant algérien. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdul Hayyan, elle a rencontré même le président mauritanien Sheikh Mohammed Sheikh Oued El Ghazouani. Et cette visite avait étonné beaucoup de gens. Et personne n'avait compris qu'est-ce qu'il fait, le ministre des Affaires étrangères iranien. Pourquoi en Iran, pourquoi la Mauritanie, etc., etc. Il faut savoir, c'est comme des clés. Il y a des clés importantes, des clés très importantes pour décrypter les enjeux de ces grandes manœuvres géopolitiques qui sont en conjoint au cœur, juste aux portes de nos frontières et dans notre voisinage immédiat. En Mauritanie, il y a une importante communauté chiite qui se développe depuis 2010-2012 et qui ne cesse de grandir. Et cette communauté chiite devient de plus en plus influente et depuis la Mauritanie, le chiisme essaie de se propager au Maghreb et dans l'Afrique de l'Ouest. Et en guise et en prévision d'une
imminente normalisation des relations diplomatiques entre la Mauritanie et Israël, les Iraniens s'inquiètent pour la survie et l'avenir de la communauté chiite. Les Iraniens sont venus négocier avec les Mauritaniens des gages et d'une coopération pour préserver la survie et la sécurité de la communauté chiite, parce que les Israéliens et l'Iran, c'est les deux grands ennemis. Une guerre d'ailleurs, je pense que un jour ou l'autre, dans un futur proche, une guerre serait inévitable entre l'Iran et Israël. Récemment, Israël a fait des frappes des frappes étudiées sur le territoire iranien. Et l'Iran, l'installation du lobby israélien, le retour d'Israël en Mauritanie est vécu par l'Iran comme une menace directe qui pourrait stopper le chiisme, parce que les Israéliens sont très intelligents, ils ont bien compris que les Arabes sunnites ne leur causent pas problème, tous les pays sunnites sont en train de normaliser leurs relations avec eux, le danger vient des musulmans chiites, le Hezbollah chiite, Hamas soutenu par l'Iran chiite, et si le chiisme se développe au Maghreb, ça va radicaliser une certaine opinion publique et ça va aggraver le sentiment anti-israélien. Donc les Israéliens, là où il y a le chiisme, ils essaient de s'installer pour le bloquer. Donc les Israéliens jouent un petit peu sur la division chiite-sunnite et sur cette rivalité entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les autres pays du Golfe contre l'Iran. Et ils essaient donc de renforcer le poids du sunnisme pour stopper toute expansion du chiisme. Et l'Israël, comme les États-Unis, leur principale crainte est que l'Iran devienne une puissance régionale, déjà en occupant une partie importante avec les chiites de l'Irak, les chiites du Yémen, les chiites du Bahreïn. Donc c'est dans cette équation internationale que se joue aussi la rivalité israélo-iranienne. En une semaine, Chefna, donc Israël au Soudan, des manœuvres iraniennes en Mauritanie en prévision pour qu'essayer de contrecarrer, de protéger la communauté chiite contre le futur déploiement israélien en Mauritanie. Alors, Israël déjà au Maroc, coopération militaire renforcée avec la Mauritanie où l'Algérie essaie de faire comme la Tunisie. L'Algérie, depuis 2021, s'est beaucoup rapprochée de la Mauritanie parce qu'elle savait, les dirigeants algériens ne sont pas cons, qu'on a les Israéliens vont s'installer tôt ou tard en Mauritanie. Les dirigeants algériens ont essayé de faire avec Nouakchott ce qu'ils ont fait avec Tunis, proposition de coopération, d'accord énergétique, en essayant de convaincre la Mauritanie de rester loin d'Israël. Mais les Mauritaniens ne sont pas comme les Tunisiens, leur situation économique n'est pas la même, ils n'ont pas besoin de protectorat algérien. Ils ont de très bonnes relations avec les Marocains. Ils sont neutres par rapport au conflit algéro-marocain. Et les Mauritaniens, ils ont un passif. La Mauritanie avait déjà des relations diplomatiques très importantes entre Israël et la Mauritanie depuis entre 1999 et 2009. De 1999 à 2009, il y avait un ambassadeur israélien à Nouakchott et un ambassadeur mauritanien à Tel Aviv, en Israël. Les deux pays, la Mauritanie était jusqu'à 2009 le troisième pays arabe et musulman après la Jordanie et l'Égypte a entretenu des relations diplomatiques avec Israël. Les Mauritaniens ont toujours été pragmatiques, ils savent que c'est un petit pays, c'est un pays pauvre, ils ont besoin d'aide au développement, ils ont besoin de richesses, ils ont besoin de créer des richesses, c'est un petit pays de même pas 5 millions d'habitants, c'est un vaste pays, la Mauritanie est exposée à un grand danger salafiste, avec le danger aussi chiite qui se développe. La Mauritanie sait très bien qu'elle ne pourra pas compter sur l'Algérie. L'Algérie n'a rien pu faire pour le Mali, ni pour le Niger, ni pour le Sahel. La Mauritanie est directement menacée par les groupes djihadistes qui sont au Mali et au Niger. La Mauritanie est donc très exposée. Donc la Mauritanie a fait un choix depuis longtemps. Elle veut avoir un bon partenariat avec Israël pour gagner les faveurs de l'Occident, pour être appuyée par les Occidentaux au cas d'une grave menace contre sa sécurité nationale. Les Mauritaniens sont très pragmatiques. Donc, même si l'Algérie va leur proposer tout l'or du monde, ils disent que je vais normaliser mes relations avec Israël parce que j'ai besoin des États-Unis, j'ai besoin d'Israël, j'ai besoin des aides au développement et j'ai besoin d'aide surtout pour moderniser mon armée et d'avoir une aide militaire au cas où les groupes armés islamistes vont foncer sur mon territoire lorsqu'ils vont s'imposer définitivement au Mali ou là au nord du Burkina Faso. Donc, pendant ce temps-là, l'Algérie a choisi quoi? De 2020, nous avons choisi d'aggraver la guerre contre le Maroc, allié d'Israël. Donc nous avons poussé le Maroc à renforcer ses relations avec Israël, au point où il y a eu 2 accords militaires de 2021, novembre 2021, et ce dernier accord à janvier 2023. Donc nous avons, de par notre hostilité permanente à l'encontre du Maroc, nous avons favorisé l'installation d'Israël au Maroc, parce que les Marocains se sont dit, les généraux algériens, ils peuvent nous faire la guerre. Donc nous, on a besoin d'alliés. Le meilleur allié pour le moment, c'est qui? La France, elle joue un double jeu. Les États-Unis, elle aide, mais pas assez. Qui peut aider le plus? Les Israéliens ont fait la proposition.
transition, ok, en France. Donc, la connerie qu'on a faite, euh, on a choisi entre 2020 et 2021 de s'aligner sur la Russie de Vladimir Poutine. Et heureusement qu'en 2022, deuxième semestre de l'année 2022, on s'est réconcilié un petit peu avec l'Occident en faisant une réconciliation avec Emmanuel Macron, la France, et en essayant de ménager la susceptibilité des États-Unis et l'Algérie à prise distance avec la Russie de Vladimir Poutine. Reste que l'Algérie aujourd'hui, avec sa politique anti-israélienne violente, elle est en train, elle est devenue l'adversaire numéro un d'Israël dans la région. Au moment où le Tchad est devenu l'ami d'Israël, le Soudan l'ami d'Israël, le Maroc l'ami d'Israël, les Mauritaniens bientôt l'ami d'Israël. En Libye, la politique étrangère algérienne, elle est complètement contradictoire. Alors le gouvernement de Tripoli que nous soutenons, lui, il est anti-russe parce qu'il soutient l'Ukraine contre la Russie, et le maréchal Haftar, qui est l'ennemi de l'Algérie, il est lui pro-russe. Enfin, alors que l'Algérie était pro-russe de 2020 à 2021, mais en Libye, elle soutient des anti-russes. Donc il y a une khalta bakarakel, mais en Libye, on sait très bien, malheureusement, l'influence de l'Algérie, elle est très réduite. C'est plus la Turquie, c'est plus l'Égypte, la France et l'Italie, et les Émirats et l'Arabie Saoudite. Donc, l'Algérie, la situation de c'est quoi aujourd'hui? Israël est au niveau. Nous avons fait de notre hostilité contre Israël le dogme de notre diplomatie, de notre relation au monde extérieur. Du coup, nous avons encouragé beaucoup de pays voisins à être du côté israélien. Donc, Israël, les accords de défense, vous allez voir, ils vont être au Soudan, au Tchad, en Mauritanie bientôt, au Maroc. Et les Israéliens ils ont même un pied en Libye. Et ça, on le sait, il y a des réseaux israéliens qui travaillent beaucoup en Libye. Donc, nous sommes en train d'être encerclés. Le Sahel, catastrophe. Au Mali, mais à début, on était leur ami. Mais quand on a choisi de se réconcilier avec la France, les colonels maliens ont commencé à douter de l'Algérie. On fera une émission là-dessus, parce que Bamako prend ses distances par rapport à Alger, parce que Bamako, elle est pro-russe. Alger n'est plus pro-russe. Elle est maintenant, elle a pris ses distances avec Moscou. Elle est plus pro-Paris que pro-russe. Donc, le Sahel brûle. Mali, Burkina Faso, le nord du Bénin, des problèmes aussi au Niger. Au Niger, la situation n'est pas en paix. Donc nous sommes entourés de problèmes, de foyers de tension. Et nous avons pratiquement aucun allié, à l'exception de Paris, dont on ne sait pas ce que Emmanuel Macron peut faire pour l'Algérie, parce que les Français, ils te promettent des choses, mais est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que la France va faire pour l'Algérie au cas d'une crise sécuritaire majeure? On n'en sait rien. En tout cas, le Sahel, il brûle. Au Sahel, groupe armé, coup d'État, des régimes instables, au Burkina comme au Mali. Les Israéliens tissent leur toile d'araignée un peu partout. Et l'axe contre lequel l'Algérie s'était positionnée, l'axe Rabat, Tel Aviv, Abu Dhabi, Le Caire, est en train de dominer notre région, et nous sommes en train de s'isoler. La Tunisie, qui est le seul toutou, comme un petit chien, la Tunisie, parce que la Tunisie n'a plus aucune souveraineté, ni économique ni politique, elle compte que sur l'Algérie, sur la communauté et l'aide du FMI pour essayer de survivre. La Tunisie qui plus ou moins s'aligne, qui est d'accord sur notre agenda. Tout le reste, Rana entouré d'ennemis ou d'intérêts hostiles. Heureusement, cette réconciliation avec Paris a été faite, sinon on aurait été dans l'isolement géopolitique le plus total et le plus obscur. Hakina a fait Algérie par la Russie n'a pas pu vendre des armes pour l'Algérie en 2023, parce que la Russie est estampillée et elle patine dans le conflit ukrainien. Donc, comment, si la Russie ne va pas nous vendre des armes, est-ce que la France va nous vendre des armes? Parce que la France avait l'habitude de vendre beaucoup plus au Maroc. Est-ce que la France va abandonner le Maroc qui a comme allié Israël et les États-Unis pour nous vendre à nous les armes? Ça m'étonnerait. Le Premier ministre israélien était à Paris depuis hier, je crois. Donc, je vois mal, moi, les Français tourner le dos aux intérêts israéliens dans la région. En Mauritanie, une rivalité israélo-iranienne est en train de voir le jour. Est-ce que nous, maintenant, on est suffisamment fort à l'intérieur du pays pour faire face à tous ces dangers, à tous les conflits géopolitiques qui vont éclater, qui ont déjà comme toutes ces tensions géopolitiques qui entourent notre pays? On a 40 généraux, 40 officiers supérieurs de l'armée en fait, une quarantaine, plusieurs anciens ministres en fait, 3 anciens ministres en fait. On a un pays qui fait que la répression. L'intelligence algérienne ne peut pas parler, ne peut pas s'exprimer. On a des dirigeants dans la classe d'âge, elle est entre 75 ans et 80 ans pour les postes les plus importants.
Et nous avons un modèle économique totalement instable. On compte toujours sur les hydrocarbures, pas d'industrie, pas de production nationale, pas d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que vous ne pensez pas que les mauvais choix géopolitiques, cette politique totalement guerrière et belliqueuse contre le Maroc et contre Israël, est-ce qu'elle ne risque pas de nous fragiliser encore davantage et de nous provoquer des ennuis que l'Algérie ne pourra peut-être pas gérer? ما عندنا une industrie locale, ما عندنا une croissance économique, ما عندنا déjà un front interne. Le régime algérien مش متفاهمين بيناتهم. حكاية تاع الدوزيام موندا تاع تبون a encore aggravé les dissensions au sein du régime dès maintenant. La police مضاربين مع les services secrets, l'état-major مع l'entourage du président, ça se passe pas très bien. Les différends au sein de l'armée, Chengreh ne suscite pas l'unanimité. Grève de la faim qui a commencé il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, la prison militaire de Blida, où des généraux de très haut rang on refuse le sort qui leur a été réservé. La situation de l'Algérie, elle est inquiétante. Elle n'est pas ni stable, elle est inquiétante. Et face aux alliances et aux toiles d'araignée que l'Iran, la Turquie, Israël tissent dans la région, nous risquons, d'être très menacés et de subir vraiment les conséquences de cet isolement que nous avons provoqué nous-mêmes par l'excès de confiance de nos dirigeants en leur capacité à se défendre militairement. Alors qu'on a bien vu qu'en Ukraine, la grande Russie n'a pas pu gagner encore la guerre. L'Algérie, qui n'a pas les moyens de la Russie ni sa puissance, je ne crois pas qu'elle est capable de gagner des guerres si une guerre s'enclenche sur plusieurs fronts, à la fois au Sahel, à la fois avec le Maroc, à la fois au niveau des frontières libyennes ou là des frontières mauritaniennes. Rabbi Djib el-Khair, c'est une réflexion que je voulais partager avec vous et ce sont des informations que je voulais partager avec vous pour vous expliquer un petit peu la reconfiguration de ce nouvel ordre mondial, régional plutôt, ce nouvel ordre régional géopolitique très hostile à l'encontre de l'Algérie qui se dessine dans notre région.